Chers passagers, bonjour et bienvenue dans Radio Coursive. Dans ce podcast, je vais tendre le micro à mes amis, mes collègues, celles et ceux qui font avancer les navires. Matelots, officiers, cuisiniers, mécaniciens, réceptionnistes, masseuses, et j'en passe. Tous ont un parcours, une voie et une façon bien à eux de vivre cette aventure. On va parler de leur quotidien, de leurs galères, de leurs bons souvenirs, de ce qui les fait rester ou parfois partir. Moi c'est Dja, je travaille en mer depuis plusieurs années et crois-moi, j'en ai à raconter. Alors installe-toi bien confortablement et je te souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, au lieu d'avoir une invitée ou un invité, on a 2 personnes présentes. C'est parfait, t'as fait le démarrage pour moi. Merci Arthur. Okay. Bonjour Lucia, comment allez-vous ? Coucou, ça va. Je suis ravie que vous ayez accepté de faire ça avec moi aujourd'hui. Donc exceptionnellement, on va faire avec 2 personnes. Oui. Ça va un petit peu plus résonner que d'habitude, mais c'est pour la bonne cause. Donc Lucia et Arthur sont en couple. Oui. Naviguent ensemble. C'est ça. Oui. On est heureux de s'aimer. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter chacun, parler de votre poste à bord ? Écoute, moi je m'appelle Arthur, je suis restaurant manager depuis quelques années maintenant et j'ai commencé à naviguer il y a à peu près 7 ans déjà, après des études d'hôtellerie-restauration classique, disons, donc sur un bac technologique hôtelier, cuisine, service, hébergement, et après qui s'est dirigé plutôt sur de la gestion hôtelière avec un BTS responsable d'hébergement, et par la suite je suis parti à Londres pour apprendre l'anglais et je suis repassé côté service, et je suis resté en service puisque j'ai commencé du coup la navigation en tant que serveur pour ensuite évoluer maître d'hôtel et maintenant restaurant manager. Moi je m'appelle Lucia, ça fait 3 ans que je navigue à peu près, je suis première de réception, donc c'est-à-dire que je manage l'équipe de la réception qui est en premier rang face aux passagers. Et je suis arrivée là un petit peu par hasard. Moi j'ai un bac +5 en management de l'hôtellerie, donc après mes études je m'étais dirigée plus vers des postes commerciaux, et puis l'opérationnel me manquait un peu, du coup j'ai voulu revenir au côté plus hôtellerie de nos métiers, et voilà. Et comment vous en êtes venus à naviguer tous les deux ? Parce que vous vous êtes rencontrés à bord, mais du coup Arthur, toi t'as navigué pendant un moment avant, toi aussi du coup finalement. Mais comment est-ce que vous en êtes venus à venir travailler à bord ? Qu'est-ce qui vous a amené sur un bateau ? Moi c'était vraiment du hasard. J'étais en PVT en Australie et une copine avec qui je voyageais avait déjà travaillé sur des bateaux. Et du coup, on était arrivé à la fin de notre PVT où on devait faire nos fermes. On n'avait aucune envie d'aller faire nos fermes. Du coup, elle a postulé. Et quand elle a postulé, il cherchait aussi un poste de réceptionniste. Du coup, j'ai postulé et voilà. Mais j'aurais pas du tout pensé au monde de la croisière, sinon c'était pas un monde que je connaissais vraiment. Et toi ? Alors que moi, pour le coup, j'y suis allé après recommandation de certaines personnes qui connaissaient des navigants. Disons que je commençais à être dans le milieu professionnel puisque je suis allé à Londres à 18 ans. Donc c'était vraiment le 18-19. C'était vraiment la fin des études, le début de la vie professionnelle. Et Londres coûtait un petit peu cher sur la partie loyer. Et le but c'était de faire un petit peu de l'argent. Donc je suis revenu en France faire une saison et on m'avait parlé d'éventuellement essayer les bateaux pour voyager et faire de l'argent en même temps. Et j'ai postulé et au final, comme on dit, soit ça nous plaît, soit ça nous plaît pas, on le sait assez vite comme on le dit souvent, et au final ça m'a plu, et voilà, quelques années plus tard je suis encore là. Vous vous souvenez de la toute première fois que vous avez mis le pied sur un navire ? La première fois qu'on vous a posé à la coupée en bas, que vous êtes monté et que vous êtes arrivé, comment ça s'est passé ? Je m'en rappelle très bien, j'ai trouvé ça magnifique, je trouvais le navire super beau, et après moi je suis bretonne, donc j'ai toujours été pas très loin de la mer. Et je me suis dit, ça va être cool, ouais. Je suis chaud. Ouais, j'avoue que j'étais un peu stressé. Je me rappelle pas à l'heure actuelle la première fois que je suis monté sur le bateau. Mais mon premier contrat commençait par une traversée de 21 jours. Traversée de l'Atlantique entre le Portugal et l'Uruguay. Et du coup, sachant que j'avais, contrairement à toi, jamais navigué, j'étais jamais monté sur un bateau, donc vraiment c'était partir pour 4 mois sans savoir si on a le mal de mer ou pas, et directement pour 20 jours en mer. En plus donc, pour faire la transat. C'était un peu stressant, ouais, c'était un peu imagine au bout d'un jour ça se passe mal et t'en as plus que 19. Que je fais, je suis bloqué sur un bateau. Donc ouais, très intéressant. Je me rappelle, on a chargé des quantités parce qu'on partait pour la saison et c'était impressionnant
parce le fait de pas avoir de connaissance de la logistique et de tout ce qui se passe un peu à bord, etc. Donc un côté très impressionnant, moi je me rappelle sur mon premier contrat, effectivement. Du coup, vous vous êtes rencontrés par la suite, donc il y a 1 an, si je dis pas de bêtises. Un peu plus, un peu moins. Un peu moins. Un peu plus, pardon. Je parle mal. Oupsie. On s'est rencontrés à terre, donc c'est ça qui est marrant. Mais ah bon? En fait, on s'est rencontrés en formation. On était tous les deux en une formation. Vous avez fait le CFBS ensemble? Fait en formation à Paris par le biais de notre entreprise. Et à cette période, on était une quinzaine dans la formation, donc on s'est plus ou moins côtoyés. Mais on savait qu'on partait tous les deux sur le même bateau en janvier. La formation était en octobre. Ouais. Et en fait, on s'est retrouvés du coup et on s'est plus rencontrés, disons, en janvier quand on a commencé à naviguer ensemble, effectivement. Ok, donc janvier, vous arrivez sur le bateau, vous saviez que vous alliez naviguer ensemble et on s'était croisés du coup pendant cette formation, mais on se connaissait pas vraiment, disons, et la croisière, la traversée de l'Atlantique a permis de apprendre à se connaître, disons, puis la suite du contrat également, quoi. On a fait un peu moins de 4 mois, toi. T'avais 3 mois et demi de contrat. Ça, oui, peut-être. Moi, j'avais 5 mois, donc je suis resté un petit peu plus longtemps. Et voilà, après, on s'est retrouvés à terre. Et après, on a continué les choses dans cette direction. Est-ce que, parce que du coup, toi, t'es plus côté restaurant, toi, t'es plus côté réception. Est-ce que vous êtes amené dans votre quotidien à devoir échanger pour des choses professionnelles? Est-ce que vos services sont amenés à ce que vous ayez échangé dans la journée? Oui, clairement. Ouais, notamment parce que la réception, c'est un poste qui est quand même central sur un bateau. Donc nous, on échange avec tous les services en soi. Et que ce soit pour des réservations de table, des informations à se communiquer sur, des allergies. Ouais, il y a vraiment ce côté, au quotidien, on communique comme chaque service communique, donc plus ou moins selon la journée type. Il y a aussi la réunion de chef de service où on se voit, où on parle travail. Il y a tout cet aspect professionnel où on est amené à collaborer ensemble et où on sait qu'il y a une partie professionnelle. Donc là-dessus, on essaye de vraiment laisser le personnel de côté et on a d'ailleurs aucune raison de l'amener au travail. Hein. C'est aussi une réalité. La frontière, elle est un peu fine. On est sur un bateau où on vit, on mange, on boit, on dort. Ouais, mais c'est là où j'allais te dire, tu vois, l'avantage du bateau, c'est aussi cette promiscuité qui fait que on est en pause. On a l'avantage d'avoir nos horaires qui sont quasiment similaires, surtout sur la pause de l'après-midi. On a tous les deux 4 heures de pause qui se coïncident plus ou moins sur 2-3 heures. Donc au final, on arrive à avoir ce temps personnel sur la partie personnelle. Le soir, on a la chance de pouvoir être ensemble, dormir ensemble. On n'a pas l'opportunité de manger ensemble à bord, ça c'est une réalité, parce que mes horaires restaurant fait que je mange avant le service, 11h30, 18h30, là où toi tu manges plus tard. Oui. Mais on a quand même notre temps personnel qui est quand même bien réparti. Je pense par exemple à des personnes qui pourraient être en quart ou qui pourraient avoir des horaires un peu plus compliqués pour une vie personnelle à bord. Nous, on a l'avantage d'avoir des horaires qui mixent bien et du coup, je pense que ça aide aussi à laisser cette partie perso sur le temps perso et cette partie pro. Après, on va pas se mentir, ça dépend des personnes. On a aussi des gens qui sont professionnels et qui arrivent à faire la part des choses. Oui, ce que j'allais dire, pour revenir sur la partie séparation pro-perso, nous, on est tous les deux des gros bosseurs, si je puis dire. Donc on fait quand même notre maximum pour faire la part des choses. Je traite Arthur comme je traiterais n'importe quel autre chef de service avec qui je travaille. C'est sûr que ça facilite la communication, le fait d'être en couple, mais on n'a pas de favoritisme ou ça impacte pas notre vie personnelle comme notre vie pro n'impacte pas, comme notre vie perso n'impacte pas notre vie pro, pardon. Et ça vous a jamais fait moi j'ai navigué aussi avec mon copain, mais il y a déjà eu un moment où vous êtes déjà pris le chou, mais vous savez que c'est du pro. On met de côté, c'était pas la personne avec qui je vis, avec qui ça s'est passé, c'est la personne avec qui je travaille. Vous avez jamais eu des petits échanges un peu houleux, mais par rapport au travail, ou des choses qui vous ont déplu, parce que même si vous êtes des gros bosseurs, des fois on n'a pas les mêmes manières de travailler, ou tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Moi je pense que ça nous est pas arrivé, dans le sens où peut-être que le contexte a pas fait ça. Et il y a aussi ce côté où on arrive à voir que chacun a sa vision des choses. Ça nous arrive clairement d'avoir des points de vue différents sur des situations. Et comme l'a dit Lucia, sur la partie pro, on respecte le point de vue de l'autre et surtout sur des domaines qui traitent pas forcément. Genre moi, si elle va me dire qu'à la réception c'est comme ça, à la fin je vais dire ok, tu vois. C'est pas ton service, c'est pas. Ouais, je pense que chacun s'occupe de son domaine. On donne l'avis à l'autre, mais c'est tout.
Donc il y a encore des gens qui ont une relation saine en 2025. Exactement. En tout cas, ça s'entretient. Il y a quoi comme avantage? Je me demande ça, mais c'est qu'il y a un avantage en fait de naviguer en couple. Il y a des moments où ça doit être un petit peu plus difficile, mais vous, j'imagine, vous voyez ça que comme un avantage. C'est trop bien le soir, tu rentres, t'es chez toi. Ouais, bah c'est un avantage pour nous parce que ça nous dérange pas d'être 24 heures sur 24 ensemble. Mais je peux comprendre très facilement que pour certains couples, faut se dire qu'on se voit toute la journée, quoi. On se voit toute la journée, on dort ensemble. Et puis, un bateau, c'est un environnement qui est assez petit. Au final, on fait vite le tour. Les espaces équipage, elles sont pas énormes. On peut pas à un moment se dire, bon, j'ai besoin d'un peu d'espace, je pars. Non, je pars où? Il y a pas d'endroit où partir. Ouais, et puis on a eu, moi j'allais dire, on a eu la chance d'avoir nos contrats qui se communiquaient sur les dates. Donc un avantage, mais à l'inverse, le jour où les dates peuvent plus communiquer, ou comme ça a été le cas, moi j'ai débarqué plus tard. Là on a l'opportunité d'avoir ces trains de vie, mais je pense que pour des couples, et ça arrive, je le sais, qui ont pas les dates qui coïncident toujours, à l'inverse, ça devient un inconvénient parce que t'as la vie à bord d'une rotation où tu le vois 1 mois sur 3 à bord ou à terre, parce que parfois ça peut être ça. Donc ou plus, parce que là, si je dis pas de bêtises, vous êtes pas vus pendant 4 mois. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est dur aussi. Comment est-ce qu'on gère d'être en mer avec pas forcément un bon internet, ou en tout cas peut-être pas un internet qui est illimité, avec les horaires aussi contraignantes, pardon. Comment est-ce qu'on arrive à gérer sa relation de couple en étant à distance avec quelqu'un qui est aussi sur un bateau? Je pense que comme tu l'as dit, déjà le fait qu'on ait eu les mêmes dates de contrat là pendant les 4 mois, donc les 4 mois derniers on était chacun sur un bateau différent comme tu l'as bien expliqué. Le fait de savoir qu'on est chacun sur un bateau, déjà on connaît l'environnement de l'autre, donc en soi on sait quand on parle travail et tout ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on comprend et qu'on conçoit. Maintenant t'essayes de faire matcher les horaires, t'essayes de pouvoir t'appeler, comme tu dis aussi, internet est toujours un peu des fois délicat parce qu'on n'a pas toujours internet illimité. Si on n'est pas à terre, si on n'a pas les avantages qui vont avec. Donc c'est pas facile, ça c'est la réalité, hein. Il y a eu des up and down, je dirais. Maintenant, si le couple peut faire en sorte que ça tienne, tout se passe bien, et t'attends que malheureusement ce contrat se termine. C'est pas un contrat qui est le plus joyeux d'un point de vue perso. Faut aussi garder le côté pro à l'esprit, dans le sens où on est là-bas pour le travail, donc c'est parfois délicat de mettre le pro en avant quand tu sais que tu dois appeler la personne avec qui t'es, que t'es encore au travail, mais la personne est disponible que à cette période, etc. Donc c'est vrai que c'est, je pense, la distance, mais comme toute relation qui se tiendra à distance, n'est pas facile à gérer au quotidien. Mais encore une fois, le fait de connaître notre travail, notre environnement, nos mode de vie, je pense que c'est plus facile à gérer pour 2 marins qui sont à distance plutôt que pour un marin qui serait loin face à quelqu'un qui connaît pas forcément ni le milieu maritime ni le milieu de l'hôtellerie-restauration, qui sont déjà des environnements délicats. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Je pense, comme t'as dit, c'est une question d'organisation. Non, on savait à quelle heure, avec les décalages horaires aussi. Parce qu'il y a le décalage horaire en plus. On n'est pas dans la même zone géographique, donc on n'a pas du tout les mêmes horaires. Donc c'est une question d'organisation, de se dire ok, moi je suis dispo entre tel créneau et tel créneau, toi du coup on essaie de s'appeler à ce moment-là. Et puis comme l'a très justement dit Arthur, on connaît tous les deux nos travails respectifs, et donc on est plus conciliant sur si à un moment on doit s'appeler et Arthur me dit mais moi je suis encore en service, je vais pas être en mode pas cool, tu pourrais faire un effort, je sais que c'est pas de sa faute, tu peux faire un effort, il est au travail quoi. Mais les clients dehors. ouais, c'est ça. Du coup je pense que ça aide de connaître l'environnement de chacun, et puis c'est des efforts à faire. Je pense que c'est de l'organisation quoi. Beaucoup de communication, j'ai l'impression aussi entre vous. Ouais. Ça aide. Ouais. C'est bien que vous arriviez à vous appeler, à vraiment parce que à bord on a notre travail, on a tellement de choses. Déjà arriver à communiquer avec nos proches, des fois c'est une tannée. C'est clair. Alors arriver à communiquer avec sa moitié et c'est une question, je pense, d'effort et de priorité aussi. C'est même si t'as une grosse journée, t'as la flemme, c'est normal, tu viens de travailler 10-12 heures dans ta journée, tu viens de finir, il est 23 heures, t'as qu'une envie, c'est prendre une douche, aller te coucher. Mais tu te dis, tu sais que ça va te faire plaisir de prendre ces 30 minutes, même 15 minutes, juste pour avoir des nouvelles, se raconter notre journée. Au final, c'est comme, moi je vois ça comme des personnes qui sont à terre, qui ont un travail, qui finissent leur journée, qui se racontent leur journée, c'est juste il y a le décalage horaire, il y a les milliers de kilomètres. Ouais, est-ce que c'est un peu dur quand vous embarquez ensemble, pour le coup, est-ce que c'est dur de trouver des moments à deux? Parce que des fois on a la possibilité d'avoir une cabine avec notre moitié, mais ça arrive pas tout le temps selon les bateaux, les organisations.
Est-ce que c'est un peu difficile quand vous avez pas la même cabine de trouver un moment à deux ou un espace à deux, sans parler de, enfin, juste se retrouver? Comment on gère ça? Ouais, je pense que, déjà, comme tu l'as dit, ça dépend des bateaux. Dans le sens où un bateau qui aurait une plus grosse capacité, nous on a théoriquement chacun notre cabine seule en tant que manager, donc déjà ça t'offre cette liberté de pouvoir se poser, faire ce que t'as envie, que ce soit se poser, regarder un film, discuter le soir, avoir son temps pour soi. Là où on a connu aussi tous les deux, même avec des postes managériels, des cabines partagées, et où c'est plus compliqué effectivement, on cherche des autres endroits pour juste se poser, faire des câlins, discuter. Après, je pense que ce soit en couple ou tout seul, moi je me rappelle de ma formation au CFBS, il m'avait parlé de la gestion de son temps pour soi. Je sais pas si ça te parle un peu ce que je dis. Dans le sens où vu que t'es constamment avec des gens, que ce soit l'équipage, les passagers, c'est hyper important pour son équilibre d'avoir son temps pour soi, etc. Je le rejoins du coup dans ce sens où quand t'es en couple, t'as besoin de ce temps en couple, comme tu l'as dit, à être juste posé, discuter. Et des fois, t'as pas besoin de ta cabine, juste un endroit un peu sympa, comme tu dis. C'est ça. Tu te poses au soleil, tu te poses une demi-heure, tu discutes. On a eu, je pense, la chance de toujours avoir un peu ce temps pour nous, même quand on était en cabine partagée. Bien sûr que après, c'est l'inconvénient quand on est à bord, je dirais, ce sera jamais assez. T'as toujours envie, quand t'es à bord, de ta journée off, de cette matinée où tu te dis, viens, on se lève pas, grâce c'est quand t'es à terre et que t'es en vacances, tu te dis travailler ça peut faire un peu du bien. Enfin, t'y penses pas trop parce que souvent tes vacances sont assez courtes. Mais quand t'es à bord, je pense que c'est plus le manque de temps en fait pour pouvoir profiter plutôt que le manque d'espace. Le manque d'espace, tu trouveras toujours un endroit pour te poser à deux, je pense. C'est ma vision du truc. Oui. Je vais voir si t'avais un truc à rajouter. Très bien. Je suis d'accord. Je n'ai rien à rajouter. Du coup, vous avez l'opportunité de voyager ensemble dans des zones qui sont magnifiques, à deux sur le même navire, donc ça c'est trop chouette. Est-ce que y a une escale particulièrement qui vous a marqué? Vous êtes sortis tous les deux, vous avez fait, par exemple, quand vous sortez, vous allez vous balader, qu'est-ce que vous faites? Ça dépend. Parce que moi, par exemple, je sors, je vais au resto. Tu vois, c'est le truc, dès que je sors, faut que j'aille au resto, faut que j'aille me prendre une bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération. Non, nous, on est plus balade, j'ai envie de dire. Vu qu'on est sur un bateau, on aime bien sortir, marcher, même si c'est 30 minutes, quoi, et se poser, boire un verre. Là, notre première saison, on était aux Caraïbes, donc on allait souvent à la plage, se poser, s'allonger. Ouais, après, il y a aussi, ça c'est clairement ma faute, mais les pauses correspondent pas aux heures de repas. Je pense qu'on aurait des pauses sur le midi ou sur le soir. Ouais. Ah, bah oui, je suis bête en plus. Souvent au restaurant. Là-dessus, c'est clairement ma faute dans le sens où je peux pas me permettre. C'est ton travail. Bah oui, c'est pas ta faute. C'est vilain, Arthur. Vis-à-vis de restaurant, je peux pas partir. Vis-à-vis de mon travail, on n'a pas l'opportunité de manger souvent dehors. Comme tu dis, c'est plus du coup c'est l'après-midi la pause, donc le matin on se pose, on dort souvent. Moi le premier. Toi t'as pas de pause le matin. Pas de pause, donc. Donc ça résout le problème. Ouais, mais tu commences plus tôt aussi. Ouais, c'est ça. Et après l'après-midi, on se balade, on essaie de chiller un petit peu, boire un café. Mais après honnêtement, la sieste de l'après-midi quand tu travailles sur un bateau, je trouve elle est hyper importante. Oui. Parce qu'on commence tôt, on finit tard. Enfin moi je commence à 8h, je finis à 22h, même si j'ai une pause au milieu. Arthur c'est pareil, tu commences à 7h, 7h30, tu finis il est 22-23. Et du coup, il y a aussi cette question de se motiver à réussir à sortir du bateau et faire quelque chose. T'as beau être dans des endroits paradisiaques, des fois t'as qu'une envie, c'est aller dans ton lit et faire la sieste. Parce qu'il faut changer, il faut c'est ça, et puis tu perds ta carte, t'es pas hacké, il faut que tu prennes le Zodiac pour aller jusqu'à la ville ou jusqu'au port. Enfin, du coup, sur tes 2 heures de pause, parfois t'as à peine 1 heure où t'es vraiment dehors. Ouais, je sais que sur nos 3-4 heures de pause, on a toujours réussi moi sur mes premiers contrats, je sortais parfois toute ma pause et je me posais pas, et au final, le soir, tu le subis un petit peu, mais ça va. Maintenant, c'est vraiment, comme tu dis, la pause sieste est presque obligatoire, et quand on sortait, on arrivait toujours à faire matcher les deux. Parfois pas, bien sûr, mais si on arrivait à pouvoir faire, petite balade, petite sortie, des fois aussi juste une petite plage, une demi-heure, s'allonger au soleil, se relaxer, et après rentrer, faire une petite sieste avant de repartir. Donc ouais, non, le souvenir des Caraïbes, ça reste les plages, hein. On a bien profité des plages. Il y a pire quand même, comme souvenir. Ah ouais, franchement, ouais. Ah non, c'était cool, ouais. C'était vraiment chouette. Est-ce qu'il y a des règles que vous êtes fixées en tant que couple ou
que vous le soyez dit ou que ça se soit fait naturellement, on navigue ensemble, mais par contre, si on n'est pas à bord ensemble, faut qu'on s'appelle tous les jours. Ou si on est à bord ensemble, il faut qu'on arrive à trouver au moins une demi-heure pour se poser et discuter. Est-ce qu'il y a des petites règles comme ça que vous êtes imposées ou qui sont venues naturellement avec le temps, ou des habitudes? Je pense pas qu'il y a des règles vraiment qu'on se soit fixées. Après, je sais que tous les deux on aime bien avoir des nouvelles assez souvent, au moins une fois par jour. Donc parfois on pouvait pas s'appeler une journée, c'était pas la fin du monde, mais on fait quand même l'effort de au moins s'envoyer un petit message. Je suis en vie, ne t'inquiète pas. Le bateau n'a pas coulé. Non, je pense qu'on est tous les deux, comme tu l'as dit, on a toujours eu l'habitude de parler par message, alors que toi en plus t'es pas trop téléphone, comme tu l'as toujours dit. Bah ça s'est fait naturellement comme on le disait, parce que du coup j'ai débarqué plus tard que toi. Donc t'as eu déjà l'avantage, c'est que t'étais en vacances, comme on disait, c'est pas la même chose quand t'es en vacances que quand t'es au travail, mais au final en vacances c'est pareil, t'es pas toujours sur ton téléphone. Oui, mais là où t'as plus parfois... d'internet. Ouais, mais c'est là où c'est frustrant aussi des fois, parce que tu vois, genre moi je suis en pause et je me dis je l'appellerai bien, mais du coup j'ai pas de réponse. Ouais, mais parce que c'est normal, elle est en vacances, tu vois. En vacances, t'as pas tu sors, t'as pas forcément ton tel, ou t'es en train de faire un truc dans une autre pièce de ta maison, je veux dire, enfin c'est normal, t'es pas censé avoir ton téléphone sur toi tout le temps. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de communiquer quand on est tous les deux à bord que quand un d'entre nous est en vacances et l'autre est à bord. Ah ouais? Bah parce qu'en vacances t'es en train de faire des trucs, comme tu dis, t'es avec tes amis, t'es avec ta famille, le temps passe entre guillemets sans que tu regardes la montre, que quand on est au travail et qu'on connaît nos horaires, tu sais que théoriquement la personne elle est en pause à tel moment. Au pire elle a une demi-heure de marge parce qu'elle est en train de finir un truc ou quoi. Si t'as pas de nouvelles pendant toutes les 4 heures de pause, là tu peux commencer à t'inquiéter. Le bateau a pas coulé, mais il y a peut-être un petit problème quelque part, tu vois. Et donc c'est quelque chose qui s'est mis en place naturellement, et comme tu dis, on a toujours aimé s'appeler, que ce soit pendant notre pause l'après-midi ou le soir. Idéalement le plus c'est le soir pour pouvoir discuter, un peu comme tu dis, faire le débrief de notre journée, se raconter un peu les trucs, et puis comme on disait, si tu peux pas ou qu'il y en a un des deux qui est fatigué, et, ça arrive, tu te dis c'est pas grave, demain ce sera mieux, et puis mais après on s'est toujours laissé la liberté on n'est pas en mode comment ça tu préfères aller en soirée pour m'appeler, on s'en fout, c'est si nos emplois du temps se le permettent, si on est tous les deux OP, si Arthur m'envoie un message ou si je lui envoie un message en disant je suis un peu fatigué mais on s'appelle demain, c'est pas la fin du monde, on s'appellera demain quoi. Mais vous laissez de l'espace. Surtout que tu sais, j'allais dire, tu le comprends, tu prends ta douche, tu te poses dans ton lit, si l'autre est encore en train de travailler ou quoi, tu peux essayer de forcer un peu, mais ça reste que t'as un rythme, t'es fatigué de ton travail. Si ton corps il commence à s'endormir et que tu dois entre guillemets rester éveillé 1 heure parce que t'es pas sûr que l'autre a fini en plus 1 heure plus tard, nous on comprend, et encore une fois on le voit comme une chance d'avoir pu autant communiquer. Je pense qu'il y a des couples qui ont moins cette opportunité, par choix ou par obligation, bien sûr. Mais on a quand même pu rester beaucoup en contact sur ces 4 mois où on n'était pas ensemble, effectivement. On dit souvent qu'il y a la vie à bord et il y a la vie à terre. Que les gens qu'on rencontre à bord, des fois, ça matche pas à terre. Est-ce que c'est une peur que vous avez eue au moment où il a fallu se retrouver à terre, de se dire, est-ce que vous y avez pensé? Alors, ça se transforme en séance de psy. C'est clair. Il pensait oui. Après, j'utiliserais pas du tout le mot peur ni même appréhension. C'est quelque chose dont on avait parlé même ouvertement quand on était à bord. L'avantage d'avoir navigué pendant quelques temps, c'est que comme tu l'as dit, on rencontre des couples qui se forment à bord et puis arriver à terre, ça marche pas. C'est le plus souvent ce qui arrive. C'est souvent oui. C'est pour ça que ça s'explique par plein de raisons. D'ailleurs, je pense que c'est des phénomènes qui pourraient s'expliquer parce qu'on est pas chouchouté, mais tout est pris en compte. On n'a pas à cuisiner, on n'a pas le problème de logement. Toutes ces choses dont t'as pas à communiquer à bord, c'est des questions qui se posent une fois que t'arrives à terre. Là où je pense qu'on a aussi un grand avantage, c'est qu'on est très communicatif dans notre couple. On est beaucoup dans la communication. Et on essaie de faire nos choix pour des choses qui nous fonctionnent pour tous les deux. Donc en fait, dès qu'on on a voulu revenir à terre, où est-ce qu'on allait se poser, comment on allait le faire, sur quelle durée, qu'est-ce qu'on fait après, est-ce qu'on continue ensemble, qu'est-ce qu'on met en priorité, notre travail, notre couple. Tout ça, c'est des questions qu'on arrive à parler ouvertement, qu'on en a parlé à bord et qu'on continue à parler à terre. Parce que aussi, comme tu dis, on fait des travails qui prennent beaucoup de temps, d'énergie, et qui ont des choix de vie
qui sont pas juste je change de travail dans telle ville et au lieu de faire des horaires bureau, je ferai le week-end, machin. On parle de quand même vivre 4 mois ou 8 mois de l'année sur un bateau. Donc dès le moment où t'as des changements de choix de vie, ça implique beaucoup de responsabilités et beaucoup forcément d'impact sur ton couple en fait. Donc le fait d'être très communicatif là-dessus, je pense que ça permet de prendre les bonnes décisions ensemble en fait, tout simplement. Ouais. Comme tu l'as dit, c'est forcément des questions qui se posent tout simplement parce que notre couple il s'est créé dans un certain environnement où on est très cadré, mine de rien. C'est-à-dire que on se lève, on va travailler. Comme tu l'as dit, on n'a pas à faire à manger, on n'a pas à faire la vaisselle, on n'a pas à étendre notre linge. Enfin, là je parle de tâches ménagères, mais c'est toutes ces petites choses au quotidien qui peuvent être des sources de tension dont on n'a pas du tout à réfléchir lorsque nous sommes à bord. Et du coup, tu crées ce couple dans cet environnement et tu le lâches du jour au lendemain dans une liberté totale où on a plein de choix à faire. Là où sur le bateau, en fait, on n'a pas tant de choix à faire dans notre vie quotidienne. Et donc forcément, oui, c'est des questions qui se posent. Nous, on n'a pas trop eu d'appréhension ni de peur, comme l'a dit Arthur, mais je pense qu'on y a tous les deux pensé, on en a discuté. Au final, la transition, c'est bien fait. Tu vois, il y a aussi le fait où tout est exacerbé à bord. Tu vois, il y a en fait, il y a pas que même au niveau du couple, il y a au niveau de certaines amitiés où il y a des gens à bord, on se dit, mais, en fait, ça va être mon meilleur ami pour la vie. Et en fait, la personne, tu la revois jamais. Non, mais c'est clair. Du coup, c'est... On prend souvent l'exemple des télé-réalités, genre Secret Story, tu vois. Genre, ils sont enfermés dans une maison pendant 2 mois. Mais je comprends les télé-réalités, moi, depuis que je navigue. En fait, quand tu navigues, t'as toutes tes émotions qui sont décuplées parce que c'est des gens que tu connais pas du jour au lendemain, t'es 24 heures sur 24 avec eux, c'est ta seule source de réconfort, d'amitié, tu partages avec eux tes peines, tes joies, ton stress, donc forcément tout est décuplé quoi. Et comme tu l'as très bien dit, il y a plein de personnes avec qui on devient super copains à bord. Vous parlez 2 semaines après ta débarque et après t'as plus de nouvelles ou tu donnes plus de nouvelles aussi. Enfin, chacun reprend sa vie quoi. Ouais, exactement. Ok, en tout cas c'est chouette que ça ait réussi à continuer pour vous. J'espère que ça va continuer encore un moment. Est-ce que les passagers, ils savent que vous êtes ensemble? Est-ce que vous avez le droit dans votre compagnie de dire aux passagers que vous êtes ensemble ou... Arthur adore en parler. Ouais. C'est vrai? Moi, j'aime trop faire pareil. Trop, hein. Vous voyez la petite brune là-bas? Oui. C'est la mienne. Est-ce que beaucoup sont au courant grâce à moi? Oui. C'est trop mignon. Non, en vrai, c'est quelque chose, j'allais dire, tu sais, on communique vachement avec les passagers. Enfin, c'est même eux, je pense, qui aiment bien un peu discuter avec nous d'autres choses que le travail. Et du coup, souvent la phrase de « et c'est pas trop dur votre travail avec votre vie personnelle, la vie de famille », en fait, vrai, ils viennent tout le temps dessus. dans ce sujet. Ouais. Et du coup, forcément, t'es obligé d'un peu étaler aussi ta vie parce que c'est ce qu'ils te demandent. Ils veulent rentrer dans ton intimité pour apprendre à te connaître, ce qui est aussi très sympathique de leur part. Mais du coup, forcément, l'opportunité et la chance qu'on a de pouvoir naviguer ensemble, c'est quelque chose que c'est facile d'amener sur le plateau et de dire moi j'ai cette chance. Voilà, ma compagne vous la connaissez peut-être, c'est Alicia. Est-ce que vous l'avez déjà vue? Oui, non. Là, pendant cet été, c'était une discussion un peu différente. Oui, on travaille ensemble, on est dans la même compagnie, on n'est pas sur le même bateau malheureusement. Mais c'est vrai que voilà, c'est comme tu dis, c'est quelque chose que les passagers nous amènent assez facilement. Donc moi ça me dérange pas d'en parler. Et je vois nos collègues qui sont à bord, pour eux c'est d'autres discours. C'est par exemple oui j'ai ma femme et j'ai mes enfants à la maison. Et moi je l'ai toujours dit que quand je naviguais en étant seul, que j'avais la chance de pouvoir voyager et d'être content de faire ce métier sans avoir d'impact à terre sur ma vie de famille. Mais le jour où j'aurai une vie de famille, la réflexion sera différente. Maintenant, c'est une réflexion différente où ma vie de famille est à bord, tu vois. Donc en fait, c'est encore une réflexion que j'avais pas forcément eue. Maintenant, le jour où on veut s'installer à terre et où peut-être l'un de nous deux voudra continuer à naviguer, ce qui est aussi possible, ce serait une réflexion. Alors, pour donner l'image, Arthur a dit si un de nous deux veut continuer à naviguer et il a regardé Lucien. Il faudrait mettre des images dans ce podcast. Non, mais ce serait une réflexion différente, tu vois ce que je veux dire. C'est en fait, par étape, tu le réfléchis en fonction de comment ça s'orchestre quoi. Oui. Ouais. Là où moi j'en parle pas tant avec les passagers. Je trouve, ça me dérange pas qu'ils soient au courant, ça me dérange pas du tout qu'Arthur en parle, mais ça reste ma vie privée. Ouais. S'il me pose la question, ça va, c'est pas trop dur, je vais dire non, c'est pas trop dur. Voilà, fin de la discussion. Et vous, votre chien, ça va? Change de sujet. Mais... Je veux pas dire, mais t'as été comparé. Non, je rigole. Moi, je suis caché dans le placard, ne t'inquiète pas. Tu sais, je sais où est ma place. Les passagers, ils sont très sympas, mais ils parlent beaucoup, quoi. Tu dis une info à quelqu'un, ça fait le tour du bateau en 5 minutes et... Qui sait que moi, j'en joue de ça? C'est, j'ai ma bague, là, l'annulaire gauche. Et à chaque fois que je faisais les check-in des passagers quand j'étais réceptionniste, surtout les ladies américaines.
mais tu es fiancée avec qui? Donc à chaque fois, je leur disais, bah vous avez toute la croisière pour trouver avec qui. Sauf que j'étais avec personne à bord à l'époque. Du coup, elle repassait me voir chaque jour avec un nom différent. Je disais, non, pas lui. Non, pas lui. Pas le commandant quand même. Non, pas le commandant. Mais et ça leur fait des jeux de piste, ça les occupe. Ils sont trop curieux, ils adorent ça. Ah mais oui. Mais j'aime trop, ils sont trop mignons. Est-ce que vous avez déjà vécu, chacun de votre côté ou pas, des situations d'urgence, des tempêtes, des moments où vous vous êtes dit « Oh no !» Ouais, bah ça nous, je pense, c'est arrivé à n'importe quel navigant. We're all gonna die. Eh ben, dis-toi bien que la plupart me disent « Non ». Ah ouais? Ouais, alors que moi j'ai une liste longue comme le bras de moments où je me suis dit C'est donc t'as le cheveu noir, on va te laisser par ici. Hein. C'est vrai, j'ai déjà eu 5 évacuations médicales dans une croisière. Dire, que ce soit des médévacs ou... Les passagers s'appelleraient ça des tempêtes, c'est des quelques mètres de vagues où nous on sait qu'on va pas se retourner, mais ouais, c'est des moi je moments maintiens que délicats. tempête c'est pas cool. Hein. Évidemment. Ouais, mais il y a cool, tempête mais et tempête. Je veux dire, nous, Ouais, on est là pour être rassurants. Mais autant faut-il l'être. Aux passagers. Être rassuré déjà avant d'être rassurant. Ouais, je sais pas, moi j'ai confiance en fait en l'état-major qui conduit. Bah par contre ouais, moi là-dessus je te rejoins dans le sens où on en parle souvent. Bah je vois quand j'en parle avec ma famille ou quoi. Moi on avait pris une très grosse tempête, on avait eu 15 mètres de creux dans la Géorgie et tout. Et c'est quelque chose où bah donc tous les passagers étaient obligés à rester dans leur cabine, on leur a fait du room service, tout était très sécure et pourtant bah on cassait du matos à portée de bras. Enfin c'est un peu délicat. Mais comme tu dis, en fait, moi, mon travail, il est au restaurant, il est de sécuriser les passagers quand ils sont au restaurant, tout se passe bien au restaurant. Bah, il y a un état-major, un commandant, un chef mécanicien qui sont là pour que le bateau se passe bien, pour que tout se passe bien de ce côté-là. Et moi, j'ai confiance dans mes collègues qui font bien leur travail, donc forcément, jamais, quand on en repense, pendant cette période, je me suis dit, on est dans la merde et on va tous mourir, en fait. Non, mais c'était pas de savoir si t'avais déjà cru mourir à bord. Non, mais... Non, mais en fait, je pense que... C'est parce que c'est nous, ça, en fait. doit... Il y a des passagers qui nous l'ont déjà dit comme ça, hein, qui ont l'impression de on va pas survivre à cette nuit ou à cette tempête. Ouais. Tu vois, je te parle pas il y a 2 mètres de houle et les gens sont malades. Là, je te parle quand même d'une vraie tempête. Et où il y a des gens qui te disent que bah voilà, ils pensaient qu'ils allaient mourir dans la nuit quoi. Alors qu'au final, nous c'est pas du tout quelque chose auquel on pense. Mais je pense parce qu'on n'a pas un événement plus terrifiant, genre un départ de feu et une évacuation de navire, pourrait causer plus cette réflexion parce qu'on s'entraîne tout le temps, toutes les semaines à des évacuations de navires en cas de problème, qui par chance n'est encore jamais arrivé pour nous. Mais je pense que le jour où tu montes dans un radeau de sauvetage, tu te fais la réflexion de ok, là je suis pas sûr de retourner sur la terre ferme, tu vois. Mais en fait, je pense que en face de toi, t'as des passagers qui peuvent être tellement paniqués que du coup, toi, ça t'oblige à avoir un sang-froid aussi et à être la posture rassurante dont ils ont besoin. Parce que si eux, ils paniquent... Moi, j'ai vu des passagers un jour de mer, on a des escaliers pour descendre les escaliers sur les fesses et être terrorisés, genre qui arrivaient même pas à arriver jusqu'à leur cabine, on était obligé de les tenir. Ça bougeait bien, mais... Je veux dire, ils étaient terrorisés, c'est vraiment le mot, ils étaient terrifiés, ils étaient en mode on va mourir, et du coup tu te dois d'être rassurant, ça va aller, etc., etc. Mais c'est aussi pour ça que souvent on a les commandants qui font des annonces ou qui viennent les voir directement pour leur dire oui, bah écoutez, là on a un petit peu de houle, mais ça va aller quoi. Et du coup, ça va bien se passer. Et du coup, mais on en a plusieurs, enfin, ça arrive assez souvent. Les tempêtes, ça c'est régulier. Des grosses tempêtes à 15 mètres, peut-être pas, mais même rien qu'une houle de 2, 3, 4 mètres, ça fait déjà un petit peu bouger le bateau. Nous, ça va, mais les passagers, ils commencent déjà à paniquer à partir de là, et puis, ça fait partie de nos métiers, on est formés pour ça aussi, quoi. Ouais, puis comme tu dis, enfin, après, l'avantage des formations qu'on fait constamment, c'est, qu'au final, une urgence, enfin, je pense on le prend comme une urgence parce que ça a ce terme-là, mais on le prend pas forcément directement avec une gravité qu'un passager le prendrait. Parce que nous, on a les réponses. Nous, on a les réponses, ouais, voilà, comme tu dis, quand il y a des codes pour des urgences, par exemple, je te dis une bêtise médicale, ça veut pas forcément dire que quelqu'un est en train de mourir. Mais qu'il y a besoin d'une assistance médicale, tu vois. Immédiate. Et comme quand il y a par exemple un départ de feu, forcément il y a une équipe qui est prévue à cet effet pour résoudre le problème. Ça veut pas dire qu'on va évacuer le bateau. Mais du coup forcément moi je pense que le fait d'avoir toutes ces formations et tout ça et de comprendre un peu la logistique derrière, ça permet aussi à nous de pas avoir ce stress
Bien sûr. Et à savoir un peu le fait de savoir dans quelle direction tu vas, ça te conforte en fait. Ouais, c'est ça, en fait, on fait des entraînements toutes les semaines, donc nous, on a tellement tous les process en tête par cœur sur le bout des doigts que tu nous mets n'importe quel code, on va pas paniquer, on sait, ah ok, bon, il y a l'alarme, ça veut dire qu'il va se passer ça, que je dois faire ça, après il va se passer ça. Donc, C'est vrai que le fait d'avoir toutes ces informations, c'est rassurant. super rassurant, en fait, d'avoir tout. En fait, les passagers, ils ont très peur parce qu'ils savent pas ce qui peut arriver. Nous, on sait que le bateau, il peut pas se mettre sur sa tranche comme ça. ouais, c'est ça. Par 5 mètres de creux. Ouais, mais je vais te transformer la situation, l'avion. Ouais, Que c'est certaines exactement ce que j'allais personnes dire. apprécient plus que d'autres. J'aime pas trop prendre Je l'avion. déteste prendre l'avion. Ah bah, t'as le bon métier, hein. Mais je compare ça, moi, tu me mets en avion, tu mets une turbulence, j'ai l'impression Bah qu'on c'est va ça mourir, en fait, quoi. c'est ce Ouais, que j'allais te ouais. raconter. Genre nous l'avion bouge un petit peu, on a zéro notion derrière et du coup tout de suite on se dit imagine l'avion. Sauf que le commandant il est là en mode ouais ça bouge tranquille, tu vois. Ouais, genre, comme nous avec ça nos va. petites vagues. Ouais, exactement. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais tu vois, si désolé pour ceux qui ont peur des avions, vous zappez de 30 secondes. Tu vois, un avion, s'il se crache, il tue tout le monde. Le bateau, s'il se retourne, t'as quand même des chances de survie dans ton canot. Ouais, mais avant qu'il se Ouais. crache l'avion, faut y aller en vrai. Je suis d'accord. Bah, Mais c'est pas toi qui avais peur il y a 5 Et minutes. du coup, je me renseigne, j'apprends un peu la physique. elle écoute les statistiques, elle fait les calculs avant de prendre l'avion. J'essaie de comprendre comment un avion vole. J'aimerais tellement que tous les passagers fassent pareil. Ouais, je fais pas ça, je prends plus l'avion, ça va devenir compliqué. Est-ce que du coup, quel est votre meilleur moment et votre moins bon moment depuis que vous avez commencé à naviguer chacun? Je pense, moi, un de mes meilleurs moments, ça a été Noël à bord, il y a 2 ans, du coup. Parce que c'est un moment qui est tellement particulier. Enfin, moi, j'adore Noël. On est très famille chez moi. On est 30. On se réunit à chaque Noël. Et du coup, pas faire Noël chez moi, c'est toujours chiant, mais ça arrive souvent quand tu es dans l'hôtellerie-restauration. Mais Noël à bord, ça a une saveur particulière. Les passagers, ils sont hyper heureux d'être là. Souvent, on a des familles qui sont là. Et puis, t'as tout l'équipage, on se réunit, on fait un petit repas tous ensemble, même avec les passagers. L'année dernière, il y a 2 ans, on y allait, on était déguisés en lutin, on chantait des chansons de Noël au restaurant. Enfin, genre, c'est vraiment un moment qui est très particulier et qui au final te fait un peu oublier que t'es loin de chez toi pour cette période. Et ouais, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs à bord. On se fait une vraie famille à bord. Bah c'est ça en fait. Ouais. Il y a vraiment, comme on disait tout à l'heure, le fait d'être 24 heures sur 24 ensemble, ça crée des liens qui sont certes pour la plupart temporaires, mais qui sur le coup sont vrais quoi. Ouais, moi je serais parti sur les paysages que tu peux avoir en mer, type coucher de soleil ou lever de soleil. Tu vois, parce qu'au final, même si ça commence à faire un moment qu'on navigue et que je suis le premier à dire que je sors moins dans les escales parce que je commence à connaître et t'as ce côté, tu fais plus la navigation pour les mêmes raisons. Quand tu te lèves ou quand tu sors dehors pour X ou Y raison, que tu tombes sur un coucher ou un lever de soleil incroyable sur l'eau, je trouve que ça fait toujours ce petit effet genre je vais prendre 5 minutes pour moi et puis vraiment très sympa, tu vois. Ça peut être un peu n'importe où, mais t'as quand même des visuels incroyables que t'aurais pas forcément parfois à terre, mais quand tu voyages aussi encore une fois, et là t'es quand même sur de la navigation constante, donc sur les meilleurs souvenirs je dirais là-dessus, ouais, sur les choses que tu peux voir, un peu les paysages de carte postale comme on dit souvent. Ouais, c'est vrai. Mais rien que quand on fait des transats et que tu te lèves et genre il y a que de l'eau autour de toi, il y a rien. Moi, j'adore faire des transats, je trouve ça magnifique. Alors, les transats, c'est transatlantique, c'est partir du coup d'un côté, soit Amérique, soit Europe, soit Afrique, pour aller de l'autre côté. Mais c'est drôle que vous disiez que vous aimiez bien les transats, parce que je connais beaucoup de monde qui ont beaucoup de mal à... Moi, je trouve ça apaisant. Enfin, tu vois, là, en ce moment, on est à la montagne pour des raisons familiales. Et Noël. T'as dit ça avec une gravité. C'est vrai, pardon, c'était pas du tout pour des raisons négatives, pour les fêtes. Mais c'est vrai que toi qui connaissais pas trop la montagne et moi qui suis content d'être parti de la montagne, tu passes ton temps à dire ouais, j'adore l'eau, tu vois. Et moi aussi, je sais que je suis parti sur de la navigation parce que l'eau, je trouve ça un paysage apaisant de ouf. Et comme tu dis, la transatlantique, il y a des passagers qui le font pour ça aussi, la tranquillité. Tu te lèves le matin, t'as quoi à faire? Rien. Regarde par-dessus bord, regarde le paysage, prends un livre, profite. Y a rien besoin de faire. Ça vous manque la mer, là, aujourd'hui? Pas encore. Oui, c'est vrai, vous êtes rentré il y a pas longtemps. On est rentré il y a 1 mois et demi, moi je dirais, d'habitude je pourrais dire oui, mais là au final pas encore. Vous l'avez revu là depuis que vous êtes rentré? Oui, on est allé à Biarritz quelques jours. Bon, vous avez fait le quota pour les vacances. Mais c'est vrai que
En fait, quand on débarque, moi, je suis à 2 doigts de te dire plus jamais je remets un pied sur un bateau parce que t'en peux plus. On les connaît, dernier contrat. Et tu me mets 2 mois de vacances et c'est bon, je suis prête à repartir, quoi. Et les moins bons moments? Je pense moins bon moment, moi j'irais sur les 4 mois où on était séparés. Pas les 4 mois entiers, bien sûr, ça a été, j'étais pas en profonde dépression, vous inquiétez pas. Mais non, je sais que parfois t'as des accumulations de t'as passé une mauvaise journée, désolé pour le langage, mais tout le monde t'a fait chier au taf, t'as qu'une envie, c'est genre pouvoir te poser, enfin moi rentrer, discuter avec Arthur, débriefer, enfin juste changer de sujet, passer à autre chose. Et du coup le fait d'être loin et de imagine moi je finis, lui il est déjà à 3h du mat, donc je peux même pas l'appeler ou lui envoyer un message. C'est vrai que ça a pu être un peu dur parfois. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Il a pas de mauvais moments, lui. Non, sa vie, c'est le pétale de rose. Quelle émotion. J'étais en train d'y réfléchir, tu vois. Mais ouais, les deux zones que j'ai trouvées les plus difficiles, il y a la tempête dont tu parlais, tu vois. Parce qu'au final, avec le recul, c'était quand même difficile à gérer et c'était pas une partie fun de la navigation, là, pour le coup, on peut le dire. Et il y a aussi la partie Covid, c'est bête, mais du coup, tu vois, j'étais à bord au début du confinement en France, au moment où ça partait un petit peu en cacahuète de partout, disons. Et il y a eu une période de flou, que ce soit en France où tout le monde a été confiné en 2 jours, mais pour nous à bord. Et moi j'étais à la fin de mon contrat, donc il y avait vraiment la fatigue qui était accumulée où je voulais rentrer chez moi, tu vois, c'était pas une option dans ma tête. Et au final on n'était pas sûr de pouvoir rentrer, certains navigants ont dû rester à bord par choix, d'autres non, et ça a été une période assez difficile à gérer, je pense. Donc ouais, je vois pas, j'en ai pas un bon souvenir de ce début de confinement. Après je suis arrivé chez moi, j'étais très content, confiné à la montagne. En plus je sais pas si toi Lucia t'as eu le Covid à bord? Non. Parce qu'Arthur, toi, t'as eu le début du Covid et t'as aussi eu la saison 2021-2022 en Antarctique, ouais. Où on était tous confinés au loin sur les bateaux. Ouais, c'est ça. Il y a eu une recrudescence du Covid. Ouais, et puis c'est surtout les règles qu'il y avait en Amérique du Sud à ce moment-là, là où la France avait repris une vie tout à fait. Il y a eu les règles et puis il y a eu que on a été confinés à bord parce que tout le monde a eu le Covid. Aussi le fait d'être malade à bord, c'est jamais une partie simple. Et puis qu'importe la maladie en plus. Une situation de crise qui a été un peu difficile à gérer. On a eu la chance de pouvoir renaviguer là où peut-être des compagnies l'avaient pas fait, où on pas eu l'opportunité de le faire. Mais ça a été quand même délicat et c'est pas une période facile, quoi. Déjà les opérations, comme on le dit, sont très délicates quand on parle au quotidien. Il y a du travail, il y a du temps, il y a du stress, mais tu rajoutes à ça une situation de crise parce que c'est clairement ça, gérer des passagers qui sont malades, des crews qui sont malades. Donc pas idéal cette deuxième partie Covid. J'ai une dernière petite question pour toi. T'as fait plusieurs ouvertures de navires pour plusieurs compagnies différentes. Qu'est-ce que c'est une ouverture de navire? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui change d'un navire en exploitation habituelle? Écoute, j'ai fait 2 ouvertures de navire pour 2 compagnies différentes. Moi, je trouve ça très intéressant. Là où certaines personnes trouvent que c'est plus de travail, et c'est une réalité. Qu'en fait, on est clairement comme une ouverture d'hôtel. Je dis ça pour la partie nous hôtellerie parce que on n'a pas trop de visuel sur la partie technique ou navigation. Mais il faut comprendre que en gros l'équipage est amené à bord quand le bateau est quasiment à 1 mois et demi de fin de chantier naval. Sur la deuxième ouverture, ça avait été fait un peu plus en amont parce que malheureusement le chantier naval avait pris du retard. Et après il y a toute la partie formation, donc on va aussi mettre en place le matériel, on va charger tout le matériel à bord, on va faire des gestions de stock, donc tout ce qu'on a besoin pour un début d'opération. Donc je trouve ça très intéressant sur le fait que l'équipage travaille vraiment main dans la main, tu vois. Vu que tout le monde est là pour ouvrir le navire, t'as pas du tout de distinction de position jusqu'à la toute fin de l'opération, parce que tout le monde va charger le matériel, tout le monde va mettre en place au début la réception, après peut-être les étages, après peut-être le restaurant. Tant que le matériel et tout n'est pas prêt à l'opérationnel, en fait chaque département travaille vraiment main dans la main à des tâches communes qui sont bien sûr décidées par les chefs de service, etc. Jusqu'à la partie où tous les départements commencent à être en place, et là on commence à faire vraiment de la formation,
la mise en place, l'ajustement des détails, et pour ensuite un début de croisière, disons 2-3 semaines après la mise en œuvre. Donc vraiment de très bons souvenirs du travail, comme on disait, mais avec un travail un peu plus dans le fun et dans le côté teamwork aussi, qui est très présent. Est-ce que vous voyez un avenir? Est-ce que vous voyez continuer à faire ça encore des années, ensemble ou pas ensemble? J'aime bien les petits sourires que ça a dessinés sur vos visages. Non, mais c'est un peu le sujet de notre réflexion à l'heure actuelle. Comme tu sais, on a une grande discussion là-dessus en ce moment. On a pris un peu des vacances un peu plus longues. Là, on a quelques mois de vacances supplémentaires pour réfléchir à tout ça. Pour l'instant, on a tous les deux encore envie de naviguer. On a encore des choses à découvrir à bord. Une possibilité d'évolution à bord aussi qui pourrait être intéressante. Après, c'est vrai que naviguer, c'est une vie qui est quand même hors du commun, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on part pendant de longs mois, donc on voit pas nos proches, on voit pas nos familles pendant un certain temps. Et puis du coup, construire une vraie vie à terre, c'est quand même complexe quand au final tu es à terre 4 mois dans l'année, quoi. Donc et puis il faut penser aussi au côté futur, c'est-à-dire que nous on est dans un cadre où on est en CDD, donc tout ce qui est achat, prêt, etc. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas de CDI, qu'on n'est pas basé en France. Enfin, ça amène tout un tas de sujets, mais comme l'a dit Arthur, pour l'instant on continue parce que c'est un mode de vie qui nous convient. Moi, je sais que personnellement, je ferai pas ça pendant 10 ans encore, quoi. D'accord, ouais. Toi, tu vois une fin, tu vois un bout. Oui, parce que même, je pense qu'à un moment, tu fais quand même le tour. Je veux dire, même si tu changes de poste, si tu changes de compagnie, ça reste les mêmes métiers où tu es enfermé sur un bateau et tes possibilités de diversification de ce que tu fais restent quand même limitées. Similaire. Ouais, c'est après c'est un peu comme on disait, tu vois. Moi, je pense que au même titre que l'hôtellerie-restauration, on a nos avantages et nos inconvénients, mais quand tu commences à avoir 40, enfin on n'est pas vieux. Vous y êtes quand même assez loin. Vous aurez rajouté 15 ans, mais y a pas de souci. Quand je l'ai toujours entendu travailler les dimanches, les jours fériés quand t'as ta famille et tes enfants, tu vois. Et c'est une réalité. En fait, la vie maritime, c'est un peu similaire à ça, voire presque dans un extrême. Est-ce que si on a envie de s'installer à terre et d'avoir une vie de famille, ça coïncide avec ce type de vie? Et forcément, ça pose des questions. Donc après, je pense qu'on n'est ni l'un ni l'autre fermé à l'idée de revenir à terre. Mais pour l'instant, on n'a pas encore cet attrait suffisant pour passer le cap, quoi. Et puis mine de rien, la vie à bord, elle nous permet de nous voir peut-être plus que si on travaillait à terre. Ouais, c'est vrai. Je suis bien d'accord. En étant dans l'hôtellerie-restauration, on est amené à avoir des horaires. On va pas faire du 9h-17h tous les jours et avoir notre samedi-dimanche de libre. On n'est pas sûr d'avoir des jours de congé qui coïncident. On n'est pas sûr d'avoir des horaires qui coïncident. Là, au moins, on se voit tous les jours. Le soir, on se couche à la même heure. Le matin, on se lève à la même heure. On a nos pauses en même temps l'après-midi. Donc, ouais, c'est ce que j'allais dire. Quand on a amené le sujet de revenir à terre bientôt, le sujet de est-ce qu'au final on arrivera à se voir autant va plutôt dans une case non, parce que clairement mes horaires en restauration colleraient pas forcément avec tes horaires réception. Puis vous habitez au même endroit, enfin je veux dire vous êtes à 5 minutes du... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Travail, Donc encore quelques années, je pense. Bon, très bien. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Être marin, c'est génial. Vive l'eau, vive les dauphins. Exactement. Ouais, non, c'est une expérience à tenter. Après, ça plaît pas, mais... Ouais, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, j'allais te dire, ce qui est marrant, c'est que c'est un monde qu'on connaissait pas du tout. Enfin, moi, en ayant fait mes études d'hôtellerie, et toi non plus, je crois, d'ailleurs. On nous en parle pas du tout. Et pourtant, on est quand même 10 000 navigants français en hôtellerie. Ouais, puis même, je vais te dire une connerie, mais les avions aussi. Enfin, il y a plein de types d'hôtellerie, les trains. On parlait de oui, c'est vrai, il y a les trains ferroviaires aussi. Il y a plein de modes d'hôtellerie-restauration qu'on connaît pas forcément. Et je suis content d'avoir été amené au mode maritime. Certains vont faire un contrat et vont s'arrêter là-dessus. Mais ça reste une belle expérience, comme une saison, disons. Et certains, comme nous, vont faire plusieurs années. Il y a pas de faute de parcours, ça reste des choses que t'apprends. Non, mais... c'est une réalité derrière, tu vois. Tu peux faire un petit peu comme plus. Ouais. Mais moi je conseille vivement à tous ceux qui ont un peu l'audace et l'envie d'essayer de partir dans cette direction, parce que c'est toujours quelque chose de pris, et puis au pire ça fera juste une belle aventure et un beau voyage et ça fera des anecdotes à raconter. Et des anecdotes à raconter. Exactement. Bon merci beaucoup à vous deux. Avec merci plaisir. À toi. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses, et puis j'espère qu'on se croisera en mer. Oui. Sinon on se boit le café à terre quand tu veux. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant que j'en ai aimé l'enregistrement.
Pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à nous suivre sur le Instagram de Radio Coursive. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.